Chapitre 30, qui traite de la sagesse de la belle Dorothée et d'autres choses les plus divertissantes. Le curé avait à peine fini de parler que Sancho s'écria. « Vous voulez savoir, monsieur le curé, qui a fait ce beau travail ? Eh bien, c'est mon maître. Et ce n'est pas faute de l'avoir mis en garde, de ne l'avoir averti que c'était un péché de remettre en liberté ces gens-là, et qu'ils allaient aux galères, mais que c'était de la canaille. » « Imbécile, l'interrompit Don Quichotte. Un chevalier errant n'a pas à se demander si les affligés, les enchaînés et les opprimés qu'il croise sur les routes subissent un châtiment juste ou injuste. Il vient en aide à tous les nécessiteux, préoccupés de leurs souffrances et non de leurs méfaits. J'ai rencontré sur mon chemin un véritable chapelet de gens misérables et mécontents de leur sort, et j'ai accompli pour eux ce que ma profession me commande. Quiconque y trouverait à redire, sauf le respect que je dois à la sainte et honorable personne de monsieur le curé, ne connaît rien à la chevalerie et ment, comme un gredin et un rustre qu'il est. Et je jure que cette épée le lui fera savoir. » Ce disant, il s'affermit sur ses étriers et enfonça son casque, car le plat à barbe qu'il prenait pour le aume de Montbrun, tout cabossé par les forçats, il l'avait accroché à l'arçon de la selle en attendant de le réparer. Dorothée avait autant d'esprit que de sagesse, sachant que le cerveau de Don Quichotte était mal timbré, et remarquant que tout le monde, sauf Sancho, se moquait de lui, elle aussi voulut se mettre de la partie. Le voyant fâché, elle le reprit. « Monsieur le chevalier, daignez rappeler à votre mémoire la promesse que vous me fîtes de ne vous engager dans aucune autre aventure, quelle que fût son urgence. Calmez donc votre colère. Si monsieur le curé avait su quel bras glorieux libéra les galériens, il se serait mordu 3 fois la langue et 3 fois cousu la bouche plutôt que de prononcer le mot qui risqua de vous déplaire. » « C'est vrai, je le jure, dit le curé, et je me serais en plus arraché une moustache. »« Je me tairai donc, madame, dit Don Quichotte, et réprimant la juste colère qui avait envahi mon cœur, je vous suivrai sans chercher d'autre querelle jusqu'à l'accomplissement de ma promesse. Mais en échange, et à condition que cela ne puisse vous nuire, daignez à votre tour de me conter votre infortune, et me dire quels sont les noms et qualités des personnes dont je dois obtenir satisfaction et tirer une entière et légitime vengeance. Je vous obéirais bien volontiers si je ne craignais de vous importuner par le récit affligeant de mes malheurs. Vous ne m'importunez aucunement, madame. S'il en est ainsi, écoutez-moi tous. » Cardenio et le barbet vinrent se placer près d'elle, curieux d'entendre quelle histoire elle pourrait bien inventer. Sancho les imita tout aussi abusés que son maître sur le compte de la charmante Dorothée. Celle-ci, après s'être calée sur sa selle et éclairci la voix, commença. « Sachez tout d'abord, messieurs, que je m'appelle... » Elle s'arrêta court, car elle ne se rappelait plus le nom que lui avait donné le curé. Celui-ci, comprenant ce qui se passait, vint à son aide. « Il n'est pas étonnant que votre grandeur se trouble et s'émeuve quand elle s'apprête à faire le récit de ses vicissitures. Il est des peines qui font perdre jusqu'à la mémoire aux malheureux qu'elle accable, au point qu'ils en oublient leur propre nom, comme votre seigneurie qui ne se rappelle pas qu'elle se nomme la princesse Micomicon, légitime héritière du grand royaume de Micomicon. Mais cette précision que je vous apporte là, j'en suis sûr, vous permettre de renouer le fil de votre récit. Cette précision que je vous apporte va, j'en suis sûr, vous permettre de renouer le fil de votre récit. En effet, je pense qu'il ne sera plus nécessaire désormais de rien me rappeler et que je saurai aller sans encombre jusqu'au bout de cette véridique histoire. Sachez donc, messieurs, que le roi, mon père, nommé Tynacre le Sage, avait été très versé dans ce que l'on appelle l'art de la magie. Grâce à cette science, il avait appris que ma mère, la reine Jaramille, devait mourir avant lui,
qu'il la suivrait de près dans l'autre monde et que je resterais toute seule, privée de père et de mère. Mais, disait-il, ce qui l'affligeait le plus que tout, c'était de savoir qu'un énorme géant souverain d'une grande île proche de notre royaume, et nommé Padaphilé le Louchon, bien qu'il ait les yeux tout ce qu'il y a de plus droit, il regarde toujours de travers, comme s'il était bigle, simplement pour vous effrayer. Envahirait mes États avec ses nombreuses troupes dès qu'il me serait orpheline. Le géant s'emparerait de tous mes territoires, sans me laisser le plus petit village où trouver ses asiles. Mais je pourrais éviter d'être dépouillé de la sorte si j'acceptais de l'épouser. Mon père se doutait bien que je ne considérais pas un mariage aussi disproportionné. Et il avait raison, car l'idée de m'unir à ce géant ou à quelque autre, fût-il plus grand et plus fort, ne m'a jamais traversé l'esprit. Et il me conseilla donc de n'opposer après sa mort aucune résistance à Padaphilé, le Louchon, quand celui-ci se rendrait maître de mon royaume, car il était impossible de lutter contre sa force diabolique et de le laisser s'emparer de tous mes biens. Ceci afin de préserver la vie de mes bons et loyaux sujets, puis avec quelques fidèles courtisans de me mettre aussitôt en route pour l'Espagne, où je trouverai le remède à mes maux, en la personne d'un chevalier errant, célèbre aux quatre coins du royaume, et qui devait s'appeler, si j'ai bonne mémoire, Don Chico ou Don Gigot. Il a dû dire Don Quichotte, madame, s'interrompit Sancho Panza, connu aussi sous le nom de chevalier à la triste figure. C'est cela, reprit Dorothée. Il me dit aussi que ce chevalier devait être de grande taille, maigre de visage, et qu'à droite, sous l'épaule gauche et non loin de là, il devait avoir une tache brune plantée de quelques poils raides comme du crin. Don Quichotte, entendant cela, appela son écuyer. « Viens, Sancho, aide-moi à me déshabiller. Je veux savoir si je suis bien le chevalier dont parle ce sage roi dans la prophétie. » « Vous dévêtir, mais pourquoi donc ?» demanda Dorothée. « Pour voir si j'ai ce grain de beauté dont a parlé votre père. »« Inutile, monsieur, dit Sancho, parce que moi je sais que vous avez une tache de ce genre-là au beau milieu de l'échine, ce qui est signe de vigueur chez un homme. » Cela est suffisant, assura Dorothée, entre amis. Entre amis, on ne doit pas s'arrêter à ces détails. Peu importe que le grain de beauté se trouve sur l'épaule ou dans le dos, du moment qu'il y en a un, où qu'il soit. C'est toujours la même chair. Mon beau-père avait vu juste, et je ne me suis pas trompé en me recommandant au chevalier Don Quichotte, qui est bien celui qu'il m'avait annoncé, car les traits de son visage s'accordent avec la renommée car les traits de son visage, s'accordent avec la renommée que ce chevalier a acquise non seulement en Espagne, mais dans toute la Manche. À peine débarqué à Osuna, j'ai entendu parler de vos prouesses, et mon cœur m'a dit aussitôt que vous étiez bien celui que je venais chercher. Mais comment avez-vous pu débarquer à Osuna, madame demanda Don Quichotte, puisque Osuna n'est pas un port. Sans laisser à Dorothée le temps de répondre, le curé intervint. Madame la princesse veut dire sans doute qu'après avoir débarqué à Malaga, c'est à Osuna qu'elle a entendu parler de vous pour la première fois. En effet, dit Dorothée. J'en étais sûr, ajouta le curé. Mais que votre majesté daigne poursuivre. Il n'y a plus grand-chose à raconter, sinon que le sort m'a été si favorable en me faisant rencontrer le chevalier Don Quichotte, que je me vois déjà reine et souveraine de mon royaume. Ce chevalier courtois et magnanime entre tous m'a en effet promis de me suivre où que j'aille, et je vais de ce pas le mener devant Padaphilé le Louchon, pour qu'il lui ôte la vie et me restitue les biens que le géant m'a usurpés contre toute justice. Ainsi s'accomplira à souhait la prophétie de mon cher père. Tynacre le sage, qui a d'autre part laissé un document en caractère chaldéen ou grec que je ne sais pas lire, selon lequel si le chevalier en question, après avoir coupé la tête du géant,
désirait se marier avec moi, je devais sans réplique l'accepter pour époux légitime et lui octroyer ma couronne en même temps que ma personne. Alors, Sancho, qu'en penses-tu demanda Don Quichotte. As-tu entendu ce qui m'arrive? Je te l'avais bien dit. Voilà qu'on nous offre un royaume à gouverner et une reine, une reine à épouser. C'est bien vrai, ma parole, répondit l'écuyer. Et foutu soit l'emmanché qui se marierait pas aussitôt qu'il aurait coupé le cou à ce monsieur les filochés, c'est qu'elle n'est pas mal du tout cette reine. Je l'échangerais bien contre les puces de mon lit. Ce disant, il fit 2 pas de danse et quelques entrechats pour marquer son extrême contentement. Puis il courut saisir par la bride la mule de Dorothée, l'obligea à s'arrêter, se mit à genoux et supplia la jeune fille de lui donner ses mains à baiser pour bien lui montrer qu'il la reconnaissait comme sa reine et maîtresse. Qui, parmi les présents, aurait pu s'empêcher de rire de la folie du maître et de la naïveté du valet. Dorothée lui donna ses mains et promit de le nommer grand seigneur de son royaume dès que le ciel lui aurait fait la grâce d'en recouvrer la paisible et entière possession. Sancho la remercia en termes qui provoquèrent de nouveaux éclats de rire. Voilà, monsieur, continua Dorothée, toute mon histoire. J'ajouterai pour finir que tous ceux qui ont quitté avec moi mon royaume ne m'est resté que ce fidèle écuyer barbu, tous les autres ayant péri dans une tempête que nous avons essuyée en vue du port. Lui et moi avons rejoint le rivage sur 2 planches comme par miracle, car tout n'est que miracle et mystère dans ma vie. Ainsi que vous avez pu le remarquer, si mon récit vous a paru prolixe, ou moins bien composé que je ne l'aurais souhaité, il faut en attribuer la cause à ce qu'a dit monsieur le curé au commencement. À force de subir chagrin et revers, on finit par perdre la mémoire. Pour moi, s'écria Don Quichotte, aucune des peines que j'endurerai à votre service ne me la fera perdre. Ô noble et valeureuse dame, aussi grande et inouïe soit-elle, ainsi je vous confirme la faveur que je vous ai octroyée, et je jure de vous suivre au bout du monde jusqu'à ce que je rencontre votre cruel ennemi. J'espère bien, avec l'aide de Dieu et de mon bras, passer sa tête orgueilleuse au fil de cette épée, que je n'ose plus qualifier de bonne par la faute de Ginès de Passemont qui m'a enlevé la mienne. Il avait murmuré ces derniers mots entre ses dents et continua à voix haute. Après que je lui aurais tranché la tête et que je vous aurais remise en possession de votre état pacifié, je vous laisserai, madame, disposer de votre personne en toute liberté. Car tant que j'aurai la mémoire occupée, le cœur asservi, l'esprit assujetti par celle qui, je n'en dis pas plus, il est impossible que je songe même à me marier, fût-ce avec le phénix de toutes les beautés. Sancho trouva les dernières paroles de ce maître si peu à son goût qu'il s'écria furieux. Crénom de nom, monsieur, vous avez des grillons dans la tête. Est-ce possible que vous hésitez à épouser une princesse aussi fameuse? Vous pensez que vous aurez à tout bout de champ la chance de tomber sur une aventure comme celle qui se présente? Et vous croyez peut-être que Madame Dulcinée est plus belle? Certainement pas. Elle n'arrive pas à la cheville, ni même au talon de la dame qui est devant nous. Si vous commencez à faire le difficile, moi je peux dire adieu à mon titre de comte. Mariez-vous immédiatement, par tous les diables. Acceptez ce royaume qu'on vous tend sur un plateau. Et dès que vous serez roi, faites-moi marquis ou gouverneur. Et après moi, le déluge.